Thomas, please. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici au GovTech Summit à l'occasion de l'annonce des lauréats pour le Fonds de transformation de l'action publique. Je vais laisser la parole dans un instant à Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, ainsi qu'à Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Juste l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés à l'occasion du lancement de ce deuxième appel à projet pour le Fonds de transformation de l'action publique, les personnalités qualifiées, Nicole Klein, Magali Jessel, Yann Algan, Axel Daucher, et puis également toutes les administrations, les ministères qui nous ont accompagnés, ceux qui ont répondu au fond, mais également la direction du budget, la DINSIG, la DITP qui nous ont accompagnés. Donc je vous propose, avant l'annonce des lauréats, de céder la parole à Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, puis de Mounir Majoubi qui nous rejoint à l'instant. Bien, c'est avec plaisir, avec Mounir Majoubi et monsieur le directeur Thomas Cazenave, que nous avons ce deuxième appel à projet qui va connaître un détail que va vous préciser monsieur le ministre Majoubi. Simplement dire peut-être rapidement plusieurs choses sur le process un peu innovant qu'a voulu le gouvernement français et qui a été mis en place par monsieur le directeur Thomas Cazenave, et je l'en remercie. D'abord, nous avons débloqué de l'argent frais, si j'ose dire, qui n'est pas de l'argent recyclé. Le gouvernement français a décidé de mettre 700 millions d'euros en autorisation d'engagement dans les 5 ans, 200 millions pour l'année 2018, 250 millions pour l'année prochaine. Et il nous restait un deuxième appel à projet pour compléter les 200 premiers millions que nous avons distribués, si j'ose dire, lors du premier semestre. Et c'est l'objet donc de cette réunion du Fonds de transformation. Le deuxième point, c'est que nous n'avons pas décidé seuls. Nous avons décidé, vous l'avez dit, en remerciant un certain nombre, bien sûr, de directions de ministères, mais pas que, des gens qui sont de la partie, comme dirait l'autre, et qui finalement prévoyaient 2 critères. Le premier, c'était que lorsqu'on investissait 1 euro, c'était pour faire à terme des économies. Donc investir pour faire des économies, c'était un point très important. Pas simplement financer un projet qu'on n'a pas su financer autrement. Et le deuxième, c'est qu'il devait s'appuyer sur des questions innovantes, et pas simplement de la part des ministères, mais des opérateurs, des préfectures, enfin bref, tout ce qui fait l'État et la déconcentration de l'État. Et donc cet appel à projet, c'était un appel à l'initiative, à l'innovation, à l'imagination des agents publics, et on les en remercie. Donc je pense que le mieux, c'est désormais que monsieur le ministre précise à la fois le process dans lequel s'inscrit son action dans la transformation publique, et puis peut-être des détails sur les projets qui ont été retenus. Il y a plus de 60 projets qui ont été retenus, Mounir, me semble, enfin, qui ont été déposés, Mounir, et puis un certain nombre, plus de la moitié, ont été refusés, parce qu'ils ne rentraient pas dans les critères que souhaitait mettre en place ce gouvernement. Je te laisse peut-être le préciser. Eh bien oui, monsieur le ministre. Eh bien oui, monsieur le ministre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le directeur. Oh, monsieur le délégué interministériel. Ce processus, on en parlait tous. Dans la salle, je reconnais beaucoup d'entre vous qui êtes dans l'innovation publique depuis plusieurs années, depuis plusieurs gouvernements. Dès que nous sommes arrivés il y a 1 an et demi, on s'était dit il faut que l'on crée le véhicule juridique et financier qui sera construit de telle manière à ce qu'il favorise la liberté à innover, est-ce qu'il favorise auprès de chaque fonctionnaire, de chaque service, l'envie de proposer des objets nouveaux, des services nouveaux. Avec au cœur une chose, l'impact. L'impact sur les citoyens, l'impact sur les entreprises, l'impact sur les agents publics. Cette question de l'impact, c'est celle qui a été le plus mesurée. C'est-à-dire que ce fonds, cette volonté d'innover, il y a une exigence de performance budgétaire. Vous l'avez entendu, vous comprenez ces règles. Il faut que ces projets aient un impact au final sur la façon et la performance de délivrer l'action publique. Mais il y a, et surtout, et ça a été l'objet de tous nos débats au moment des jurys que nous avons présidés, c'est celui de l'impact sur les gens. Et si on doit retenir quelque chose, c'est que dans ces projets, quasiment 100% d'entre eux sont des projets numériques, mais 100% d'entre eux sont des projets à fort impact sur les humains. Parfois, ce sera un très grand impact sur les citoyens. Pour l'un d'entre eux, c'est une transformation profonde des modes de travail des agents publics de cette administration. Et pour un autre, c'est une réflexion mixte entre les modes de travail et l'impact que l'on a ensuite sur les entreprises et les citoyens. Moi, je crois que ça
ça définit la nature de notre vision d'un numérique de l'action publique, un numérique au service des humains et de la planète, un numérique avec du sens, où on met à égalité performance et humanité. Et vous le verrez dans chacun des projets, tous ces critères sont à la fois respectés. Donc c'est une démarche à chaque fois. Qu'est-ce qui fait un bon projet? Qu'est-ce qui fait un projet qui est sélectionné? Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, c'est un projet nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas le recyclage d'un projet ancien qu'on aurait remis à jour. C'est un projet qui fait la démonstration de la nouveauté qu'il apporte par rapport à ce qui était fait auparavant, à ce qui est fait par ailleurs. Les démarches de benchmark, qui sont assez rares finalement dans la façon d'innover dans le service public, sont devenues la norme. Les administrations qui ont candidaté ont été invitées à montrer comment c'était fait à l'extérieur et comment eux comptaient le faire. Et ça, c'est très enrichissant en termes de démarche. Mais ce qui est très important pour les projets qui n'ont pas été retenus, et ça, c'était tout le rôle de ton équipe, et je veux vraiment te remercier, ça a été de revenir avec des retours constructifs et enrichis. Il y a énormément de temps qui a été consacré à accompagner les projets qui n'ont pas été retenus pour comprendre pourquoi et surtout les aider pour qu'en 2019, ces projets-là puissent proposer des véritables actions de transformation. Alors je crois que maintenant il est temps qu'on aborde le fond de ces projets, mais je croyais que c'était très important qu'on se retrouve. C'est la deuxième session et qu'on voit comment et à quel point, et ça tu le verras en les montrant, la maturité des projets montrés est très différente de la précédente session et il est très intéressant de voir cette évolution entre les différentes sessions. Merci, monsieur le ministre. Donc, pour cette deuxième session, le Fonds a décidé de soutenir 16 nouveaux projets de transformation de services publics. L'objectif, dans les quelques minutes devant nous, c'est à la fois vous les présenter et permettre à ceux qui les portent, 4 d'entre eux, de venir vous les présenter et expliquer leur objectif. En fait, il y a 3 grands objectifs poursuivis par le Fonds que vous allez retrouver dans les projets qui sont aujourd'hui sélectionnés. Et donc, le premier objectif, c'est fournir de nouveaux services publics par et grâce le numérique, par et grâce au numérique. Le premier projet qui a été sélectionné, c'est le projet Team France, porté par Business France et qui vise à fédérer finalement tous les acteurs qui travaillent à la fois pour le développement des entreprises à l'export et pour l'incitation à l'investissement étranger en France. Deuxième projet qui a été soutenu, c'est le chatbot ministère de l'Intérieur, permettre mieux accompagner les usagers, les citoyens dans leur démarche qu'ils ont à faire à la fois dans le renouvellement des papiers d'identité ou bien leur carte grise. Troisième projet qui a été soutenu, c'est celui de la dématérialisation, la poursuite de la dématérialisation des démarches portée par la Direction générale des finances publiques, notamment avec la télédéclaration des enregistrements. Vous savez que c'est une manière de poursuivre tous les efforts engagés ces dernières années par le ministère des Finances. Et puis pour incarner ce premier enjeu, celui des nouveaux services, je souhaite appeler le ministère du Travail, d'une part, et puis le ministère de l'Intérieur, qui vont vous présenter en quelques minutes un premier projet, le Code du travail numérique, simplifier son accès, le rendre plus lisible, et puis le nouveau service numérique à destination des étrangers en France. Donc je vous demande d'accueillir Yves Trioux, le directeur général du Travail et son équipe. Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, n'ayant que 2 mains et un micro à porter, il est difficile de vous présenter le Code du travail numérique, mais je vais essayer de le faire. Vous l'avez ici. Et il ne s'agit pas simplement d'une cure d'amaigrissement entre le Code du travail numérique et le Code du travail que j'ai apporté avec moi. Il s'agit d'une véritable révolution grâce au numérique. L'objet n'est pas de reproduire ce que Légifrance fait. Il est tout simple, mais très complexe. De répondre à vos questions en fonction de votre situation. Quel est, par exemple, le taux du salaire minimum applicable dans ma branche, que vous soyez employeur ou salarié? Quelle est la durée de préavis que je dois à mon salarié ou que je dois à mon employeur? Quel est le nombre d'heures de recherche d'emploi et comment les utiliser? Bref, des réponses aujourd'hui difficiles à trouver. Et je dirais même avec tout le respect que je dois à Légifrance, si vous connaissez la réponse, vous allez trouver la question. Il s'agit de renverser la mécanique et de permettre, par le Code du travail numérique, de répondre à toutes ces questions.
Le Code du travail numérique, c'est 3 révolutions en une. Première révolution, une révolution juridique. La connaissance du droit, l'accès au droit est une condition première du respect de la démocratie. Sans connaissance du droit, vous ne pouvez pas les faire valoir. Et par conséquent, notre objectif central, c'est de permettre employeurs, salariés, représentants du personnel d'avoir accès, en fonction de leur langage, aux réponses juridiques. Bref, un outil qui vous permettra demain, avec votre langage, d'obtenir une réponse précise, juridique, fiable, qui attestera de votre bonne foi. C'est un défi technologique majeur, car il y a le Code du travail que je vous ai présenté sommairement, 3000 pages, mais il y a des milliers de conventions collectives d'entreprises. Nous avons dans nos stocks 1 million de conventions collectives d'entreprises, 500 branches, autant de textes conventionnels qui n'ont jamais été codifiés. Demain, l'objectif, dans un premier temps, c'est que, quelle que soit votre branche, par exemple, apprenti boulanger, vous pourrez poser la question, quel est le pourcentage de salaire du SMIC auquel je peux prétendre? Des milliers donc de textes à indexer, une révolution juridique donc, une révolution technologique, car nous misons sur l'intelligence artificielle pour avoir un dispositif auto-apprenant. Bref, quand vous poserez une question sur, par exemple, le salaire minimum dans la branche de la métallurgie, vous la poserez à votre manière et nous espérons ensuite que l'outil sera auto-entreprenant et que celui qui viendra derrière vous poser la même question bénéficiera de votre question et des termes que vous avez utilisés. Enfin, une révolution managériale. Nous n'avons pas créé de division de la modernisation ou de division du Code du travail numérique. Le Code du travail numérique impose, et c'est très bien comme cela, de faire sauter les cloisons, une équipe pluridisciplinaire avec la direction des services informatiques, bien évidemment avec l'appui de la DIMSIC, et puis aussi, je tiens à le souligner, avec l'appui de tous les agents des services déconcentrés qui, chaque jour, répondent aux questions des usagers, employeurs, salariés. Bref, la Direction générale du travail s'inscrit dans la pleine transformation numérique, managériale, juridique, technologique. Et comme le disait déjà en 1967, le général de Gaulle, dans un monde où tout est mobile, il ne saurait y avoir de continuité sans adaptation. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'invite le ministère de l'Intérieur sur les nouveaux services numériques pour les étrangers en France. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mesdames, messieurs, le projet HYPE, harmonisation et innovation autour du parcours de l'étranger, part d'un constat simple. Aujourd'hui, en France, un étranger qui veut faire une procédure, c'est 3 à 5 passages dans un guichet administratif différent. Fort de ce constat, nous avons décidé de développer le projet HYPE, qui s'inscrit dans un cadre plus large, celui de l'administration numérique pour les étrangers en France, qui est une dématérialisation de bout en bout de tous les process étrangers en France, de l'asile, de l'immigration, le séjour ou l'accès à la nationalité française. Nous sommes convaincus, la DGEF, la Direction générale des étrangers en France, et son opérateur l'OFII, l'Office français pour l'immigration et l'intégration, qu'une transformation numérique profonde est nécessaire et qu'elle est aujourd'hui possible. Nous nous sommes donc associés en co-construction pour proposer et relever le défi majeur de la gestion de la demande des étrangers en France. HYPE, à terme, c'est 2 millions de procédures par an et c'est 4 500 agents instructeurs concernés. Nous avons 3 objectifs majeurs. Le premier, harmoniser un portail web unique, c'est-à-dire un portail numérique accessible à l'étranger. On le replace au cœur de son parcours dans une démarche simplifiée, rapide et surtout personnalisée. Deuxième objectif majeur, moderniser les systèmes d'information de l'OFII, de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, tout simplement en remettant l'agent, en le valorisant dans son travail et en réduisant les tâches à faible valeur ajoutée. Mais c'est aussi urbaniser nos systèmes d'information, tous ceux qui traitent de l'étranger en France, les consulats avec le ministère des Affaires étrangères, les forces de sécurité du ministère de l'Intérieur, la DGEF, bien sûr, l'OFII, l'OFPRA, tous ceux qui entraient afin de sécuriser les flux migratoires et de disposer d'une information actualisée, quotidienne et constante. Et enfin, troisième objectif majeur, amener l'innovation au cœur du quotidien de nos étrangers clients et de nos agents. Alors, comment est-ce que nous allons investir dans cette technologie innovante? Nous avons 4 domaines précis où cette innovation sera très présente. D'abord, dans l'accueil des étrangers. Tout au long du parcours, nous allons, à travers les assistants personnels, à travers les agents conversationnels et surtout en traduction dans leur langue de manière simultanée. C'est ainsi que nous allons, en tout cas, relever le défi de l'optimisation de l'accueil physique des étrangers. Le deuxième domaine,
c'est un domaine qui est très important s'agissant de la barrière de la langue. Notre public est un public qui a du mal à comprendre nos règles dans les procédures d'immigration. Et aujourd'hui, il y a tout un volet d'innovation et de technologies nouvelles qui permettront à l'usager de comprendre très rapidement ce qu'ils attendent de nos administrations dans le cadre de leur parcours. Et enfin, toute la gouvernance de données va s'appuyer sur les nouvelles technologies autour des big data, open data, mais également l'intelligence artificielle pour optimiser le pilotage, mais également pour faire en sorte que les procédures soient les plus adaptées à l'étranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le deuxième axe de la transformation de l'action publique, c'est une action publique plus efficace et qui facilite le travail des agents publics. Et c'est à l'aune de cet objectif-là que plusieurs projets ont été soutenus et sélectionnés à l'occasion de cette deuxième session. C'est le cas notamment de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la donnée au service de l'amélioration du contrôle fiscal par la Direction générale des finances publiques. Alors, c'est des sujets très divers, puisque c'est aussi la création de nouveaux services numériques pour la gestion des fourrières et rendre ce service public plus efficace. On a également, à travers le fonds, décidé de soutenir Radio France et notamment la fabrication de ces contenus, la production de ces contenus qui permet ensuite d'être redéployés plus facilement. Deux autres projets ont été soutenus et sélectionnés par le fonds. C'est le rapprochement et l'interconnexion des laboratoires de la police scientifique et technique pour accélérer et faciliter le travail de ces agents. Et puis, c'est aussi des sujets qui peuvent quitter, j'allais dire, les rivages du numérique, des sujets très organisationnels, très pratiques, avec notamment le projet de mutualisation des achats en région pour rendre la dépense publique finalement plus efficace. Et pour illustrer cette thématique, j'appelle la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, la DRH de l'État, à venir nous présenter son projet Mentor. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, le numérique est pour la formation professionnelle une formidable opportunité de moderniser et de personnaliser les méthodes d'apprentissage, de rendre l'expérience de formation plus interactive, plus ludique. C'est pourquoi de nombreuses entreprises investissent dans la formation à distance, dans la formation numérique, à la fois comme levier de performance et de développement des ressources humaines. La formation à distance est donc également un enjeu majeur pour l'État et donc pour la DRH de l'État. C'est particulièrement le cas au moment où l'action publique se transforme pour s'adapter aux évolutions de la société et aux attentes des citoyens. Les agents publics sont au cœur de ces transformations dont ils sont également les acteurs. Il appartient donc à l'État, employeur, de les accompagner, en particulier par la formation, en permettant l'accès de tous, à tout moment, à une offre de formation adaptée à leurs besoins. Cette offre doit notamment leur permettre de développer leurs compétences pour construire des parcours professionnels diversifiés au sein de la fonction publique ou vers le secteur privé. Le projet Mentor du ministère de l'Action et des Comptes publics vise donc à accélérer la transition numérique de l'appareil de formation de l'État. Il porte deux ambitions fondamentales. La première est bien entendu de permettre à l'ensemble des agents d'accéder à une offre de formation de qualité. Certes, certains grands ministères, certains grands opérateurs ont développé des offres de formation à distance, mais cette dynamique n'est pas partagée et beaucoup d'agents, notamment dans nos territoires, n'ont pas accès à la formation à distance, alors que c'est souvent là où elle est la plus pertinente. C'est pourquoi la seconde ambition de ce projet est de faire converger, de mutualiser l'ensemble des investissements des ministères, qu'ils soient techniques ou pédagogiques, autour d'un outil commun et de réaliser ainsi des économies d'échelle. Mentor est donc un système intégré, collaboratif, au sein duquel chaque ministère pourra gérer son propre espace, mais aussi partager avec l'ensemble de la communauté les contenus qu'il produit. Le projet n'est pas totalement nouveau pour la Direction générale de l'administration de la fonction publique, en tant que DRH de l'État, mais sa mise en œuvre restait conditionnée à la possibilité de dégager des moyens conséquents au niveau interministériel pour proposer une solution technique de haut niveau et des contenus attractifs. Donc le financement par le Fonds de transformation de l'action publique représente pour nous l'opportunité de répondre à cette ambition. Donc je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Troisième dimension soutenue par le Fonds de transformation de l'action publique, c'est transformer le cœur même
des politiques publiques. Comment, notamment par le numérique, on peut réinventer nos politiques publiques. Et c'est notamment tout l'objet du projet qui a été soutenu, porté par le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère en charge du logement, sur le maintien des personnes vulnérables dans leur logement, à travers le croisement des données, la coordination des acteurs. C'est également l'objectif du projet prévention des impayés, justement pour prévenir les expulsions locatives, comment on détecte plus en amont les difficultés et comment on est dans une logique de prévention et non pas de traitement a posteriori. C'est aussi l'objet finalement porté par l'IGN de la plateforme de la donnée géolocalisée qui conduit à réinventer tout son modèle, j'allais dire, économique. Et puis c'est le projet porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche autour du parcours flexible en licence. Comment on construit en rapprochant une trentaine d'universités de nouveaux parcours de formation qui permettent de mieux personnaliser les enseignements. Et pour illustrer cette transformation du cœur de l'action publique, on a choisi de mettre en avant les services territoriaux de l'État, sans qu'il n'y a pas de transformation de l'action publique. Et donc j'invite les représentants de la région Bourgogne-Franche-Comté à nous présenter leur projet. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, donc quand je dis DREAL, DRJSCS, DRAF, ARS, DDCSPP ou DDT, ce sont 6 directions des services de l'État qui vont être implantées sur un même projet immobilier, mais ça ne parle pas beaucoup, j'imagine que ça ne parle pas à beaucoup d'entre vous. Donc notre idée, l'enjeu pour l'État sur les territoires, c'est un enjeu de lisibilité. Ce qui parle aux citoyens, c'est la santé, l'eau, l'environnement, le social, c'est le logement. Donc ce qu'on a voulu faire dans ce projet immobilier, c'est à la fois 2 types de choses. D'abord un projet d'organisation physique, c'est-à-dire que physiquement ces 6 directions sont dans un même site, avec un accueil partagé. Et l'idée, c'est bien de ne pas implanter la DREAL au 3e étage et l'ARS au 2e étage, mais bien de mélanger les services selon les compétences que je viens de lister tout à l'heure. Et puis également un service, une organisation numérique, donc à la fois avec un site internet qui puisse être mutualisé, une plateforme d'intelligence artificielle qui puisse également remplir la fonction de renseignement des besoins des citoyens 24 heures sur 24 et de pouvoir les renseigner différemment. Et dans le cas de demandes un peu plus complexes, pouvoir organiser l'ensemble de ces services en mode projet. Si par exemple il y a un sujet eau qui pourrait se faire jour, pouvoir traiter à la fois les services de l'ADREAL, les services de l'ARS ou les services de la DDT qui sont concernés par le même sujet eau. Alors le fonds, le FTAP qui va venir nous aider, va nous permettre de faire plusieurs choses, à la fois de concevoir et puis de réaliser cette plateforme intelligence artificielle que je mentionnais tout à l'heure, moderniser l'environnement de travail de l'ensemble des agents, notamment avoir un service d'information qui soit commun. Et là, c'est un véritable défi, donc on compte beaucoup sur la DINSIC pour nous aider, avec un système de visioconférence. Rendre possible un véritable travail à distance de la part des agents, donc ça veut dire les doter d'outils qui puissent leur permettre de réaliser ce genre de fonctions. Et puis également un centre de services partagé, notamment autour des fonctions support et des moyens, et également de l'accueil également qui sera mutualisé. Notre idée, donc ce pôle, je ne l'ai pas dit, va se faire à Besançon. Vous savez que les directions régionales de l'État aujourd'hui sont en bicite, en tout cas pour les régions fusionnées, et que notre idée, c'est que ce dispositif puisse être contagieux et puisse irriguer l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque la moitié des directions sont également à Dijon. Donc à terme, c'est de pouvoir fonctionner sur l'ensemble de la région. Avant de laisser un mot de conclusion au ministre et d'inviter l'ensemble des lauréats à nous rejoindre sur scène, juste peut-être dire qu'on a choisi à travers ces 4 projets d'illustrer finalement la transformation en cours. Et vous l'avez vu, 16 projets de transformation profonde de l'action publique, grande variété, tous les champs de politique publique qui sont concernés. Et on voit bien à travers ces exemples qu'il y a la nécessité d'investir pour transformer. Et je pense que c'est tout l'objet du fonds de transformation de l'action publique et qui porte d'ailleurs en germe une transformation même profonde des métiers des agents publics qu'il faudra continuer à accompagner. Voilà, je passe la parole à Gérald Darmanin. Oui, merci d'abord avec Mounir. On veut remercier Thomas pour tout le travail qu'il fait avec toutes ses équipes, pour les personnalités qualifiées aussi qui ont passé du temps, et il y en a quelques-unes dans la salle, à sélectionner les projets. Remercier tous ceux qui ont eu l'idée effectivement de présenter des projets avec leur équipe.
Et puis remercier particulièrement Laurent Saint-Martin, qui est député du Val-de-Marne. Peut-être que Laurent, tu peux te lever, te présenter à la salle. Député du Val-de-Marne et qui est le rapporteur à la Commission des Finances et qui a eu l'idée aussi de ce fonds de transformation. Donc je propose que dès que vous avez des questions, et notamment quand les réponses sont négatives, allez voir Laurent Saint-Martin, il vous expliquera pourquoi. Et si vous avez quelques félicitations, venez voir Mounir. Comme ça, on se partage bien les rôles. En tout cas, sans le Parlement et sans le travail important d'innovation et de contrôle du Parlement, et notamment de Laurent Saint-Martin, on n'y arriverait pas. Donc merci aussi aux parlementaires et à Laurent en particulier. Voilà. Merci. J'invite maintenant tous les lauréats du Fonds de transformation de l'action publique à nous rejoindre sur scène pour une photo de famille. Merci.